Alors là, il s'agit d'un étang, d'un lac. En réalité, c'est une gravière. Cette gravière a été creusée à la fin des années 70, lorsqu'il a fallu avoir des granulats pour la construction de la ligne du TGV qui est derrière nous. Et donc on a creusé dans le lit d'Armançon, et ça représente aujourd'hui une gravière de 20 hectares, et qui est devenue une réserve ornithologique lorsque le Godi, qui est l'ancêtre de la LPO, Yonne, a acheté... Alors attendez, le Godi, LPO, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors le Godi, c'est le groupe d'ornithologique de Lyon. C'est une association donc loi 1901, une association donc qui existait déjà et qui a acheté grâce à des dons et grâce également à d'autres associations naturalistes bourguignonnes cette gravière qui aurait pu devenir un étang de loisirs et qui est devenue une réserve ornithologique. Et ça s'est passé en 1989, il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Et la LPO, le Godi est devenu la LPO en 1995. Donc le Godi s'est associé à la LPO France. Donc en fait, ça fait un siècle maintenant que la LPO existe. Alors oui, alors la LPO Yonne c'est récent puisque c'est 1995 avec quelques ancêtres qui étaient le Godi, mais la LPO France a été effectivement créée en 1912, il y a maintenant donc 100 ans. Et on arrive donc au centenaire de la LPO cette année. Elle a été créée suite à l'action de bénévoles et dont un militaire, d'ailleurs le lieutenant Emery, qui s'est inquiété du sort des Macaremoines aux Sept-Îles, donc dans les Côtes d'Armor, au nord de Perros-Guirec. Et puis les Macaremoines étaient massacrés et donc il s'est battu justement pour la sauvegarde des Macareux et ça a été l'origine de la LPO. Alors, en Bourgogne, il y a une seule réserve ornithologique et elle est dans Lyon, à Bar-Boursault, près de Saint-Florentin, à côté de Vergigny. Comment se fait-il qu'il n'y ait qu'une seule réserve ornithologique? Est-ce que ça correspond à des phénomènes particuliers? Non, pas du tout. Il y a d'autres lieux où on peut voir des oiseaux. Il y a d'autres étangs où il y a des oiseaux assez remarquables, que ce soit dans Lyon ou en Bourgogne. C'est effectivement la seule réserve ornithologique. Et puis, il existe depuis maintenant 2 ans, le Conseil régional a créé le concept découverte nature en Bourgogne, DNB. Et il y a 32 sites qui ont été retenus, dont 5 d'ailleurs dans Lyon, dont la réserve ornithologique de Bar-Boursault, pour permettre aux visiteurs d'aller à la rencontre de lieux assez riches, particulièrement en nature. Alors en fait, une réserve ornithologique, c'est quoi? Alors une réserve ornithologique, celle-ci, donc elle existait du fait de la gravière, et donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est prioritairement? C'est un lieu de protection de la nature, puisque c'est un lieu de repos pour les oiseaux. C'est un lieu où, par exemple, les oiseaux migrateurs vont se poser, vont se reposer, vont s'alimenter pour continuer à parcourir suivre le parcours de migration. Donc ça, c'est la première chose. C'est un lieu de protection, donc un milieu protégé. Ensuite, c'est pour nous un très bel outil parce que ça nous permet de recevoir du monde, et particulièrement les enfants, les écoles. On fait de l'éducation à l'environnement. Nous avons une animatrice nature depuis maintenant 2 ans qui reçoit les écoles ici à Bar-Boursault et qui permet tout au long d'ailleurs du parcours de découverte, il y a un parcours de découverte d'1 kilomètre avec nombreux panneaux pédagogiques, permet d'expliquer un petit peu justement cette protection de la nature, et pas simplement au niveau des oiseaux, mais au niveau des plantes, des fleurs. Il y a des orchidées intéressantes, nous avons creusé des mares, il y a des papillons, il y a donc un certain nombre d'espèces intéressantes pour l'éducation des enfants. Alors, vous dites les oiseaux viennent se reposer, mais comment décide-t-on de créer une telle zone? Et puis les oiseaux, ils ne sont pas télécommandés, vous les attirez Mais non, du tout. Mais en réalité, on n'a pas créé la zone. Ça n'a pas été le début, comme je disais, c'est une gravière. Donc le but était de retirer des granulats pour la construction de la ligne TGV. Il se trouve que, en faisant ça, on a créé un milieu. Alors qu'effectivement, avant, il n'y en avait pas. Il y avait l'Armançon qui coulait. Donc il y avait 2 méandres dans les bras de l'Armançon. On a créé un plan d'eau de 20 hectares. Et naturellement,
Bien sûr, les oiseaux d'eau d'abord se posent, ils viennent y nidifier. D'autres sont simplement en tant que migrateurs, d'autres simplement en tant qu'hivernants. Et puis ça crée un nouveau milieu. Quand on a créé les grands lacs réservoirs, on peut prendre un autre exemple tout près de chez nous. Le Der, en Champagne ou la forêt d'Orient, toujours en Champagne mais dans l'Aube. C'était sur la rivière, sur la Seine et sur la Marne. Ce sont des lacs de dérivation. Ils ont été faits pour la protection de Paris au niveau des inondations, pour soutenir l'étiage en automne, mais ce sont devenus naturellement ensuite des lieux effectivement où les oiseaux se sont posés et les gens viennent voir, puisque ça intéresse effectivement énormément de gens, non seulement les photographes ou les gens qui viennent faire des films, mais également les visiteurs qui vont découvrir la nature et les oiseaux. Donc là on entend surtout des mouettes. Alors bientôt, sur les radeaux que nous voyons ici, les 3 radeaux, on voit d'ailleurs des mouettes, les mouettes rieuses, ce sont des radeaux à sterne. Alors la sterne pierre-garin est un oiseau qui vient à partir du mois migrateur, donc qui vient à partir du mois d'avril, et qui a besoin de gravières pour nicher. Elle niche d'ailleurs sur des îles de la Loire, par exemple, tout près de chez nous. Et donc là, elle va venir pondre sur les radeaux, qui sont les 3 radeaux que vous voyez là. Le dernier radeau, là, qui est le plus récent, il est tout neuf, il a été posé il y a une quinzaine de jours par les bénévoles de la LPO. Alors, on voit également au fond des grands cormorans. Alors le grand cormoran, lui, est un oiseau migrateur, quasiment essentiellement migrateur. Donc lui, il va se trouver ici l'hiver, et on va pratiquement pas le retrouver l'été. Lui, il est là simplement en hivernant. Autrement, on trouve en hiver, on peut trouver des cygnes, là il n'y en a pas actuellement. On va trouver de la grande aigrette, on n'en voit pas non plus. On voit aujourd'hui là que des mouettes, dont la mouette rieuse qui vient de se poser sur les piquets, là qu'on voit, et puis les grands cormorans. Alors l'hiver également, il y a énormément de canards. Ils ont plutôt tendance à être au fond. On en voit là-bas d'ailleurs sur le plan d'eau, un petit peu au fond là-bas, on voit des canards. On voit pas ce que c'est comme. Il y a plusieurs espèces de canards. Est-ce qu'il y a des canards mandarins? Ah non. Bon, normalement, il n'y a pas de canards mandarins. Ce sont des espèces qu'on appelle des espèces un petit peu exotiques, qui n'ont pas lieu forcément d'être là. Mais malheureusement, le canard s'accouple un petit peu. Il y a beaucoup de croisements et il y a effectivement des canards d'élevage qui se mélangent avec d'autres canards. Ça, c'est un peu le problème des anatidés. C'est pas des espèces sauvages. Alors dites-nous, pourquoi des hommes il y a 2 siècles, ou un siècle, un peu plus là, non, un siècle, puisque ça va être le centenaire de la LPO, pourquoi des humains ont-ils estimé qu'il fallait protéger les oiseaux? Bon, il y avait les chemins de fer, il y avait les locomotives, la fumée, le bruit, mais bon, jusque-là, pendant des siècles, les oiseaux se sont très bien portés. Oui, mais les oiseaux, d'abord les oiseaux, on n'avait pas tellement conscience de la notion de protection. Les oiseaux étaient chassés. Les oiseaux, on prenait également, je pense que vous vous souvenez de ça, on prenait des plumes à certains oiseaux pour la mode, pour faire simplement des chapeaux. Donc il n'y avait pas cette notion de protection, et c'est simplement effectivement des gens qui au départ se sont intéressés à l'oiseau et qui se sont rendus compte qu'il y avait des espèces qui venaient de plus en plus rares et qu'il fallait les protéger. Et la notion de protection d'oiseaux est venue bien après. Elle est venue au courant du XXe siècle. Donc, la LPO est née en 1912, je vous disais tout à l'heure, par l'action de cette personne, le lieutenant Emery, qui s'est intéressé au macaron moine. Mais alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que dans l'Yonne, on est quasiment certain que la première association ornithologique de France est née dans l'Yonne. Elle s'appelait la SPOY, Société de protection des oiseaux de l'Yonne, SPOY, et elle a été créée en 1889, donc bien avant 1900, par le docteur Rabet, qui était un passionné de nature, c'était un médecin qui vivait à Maligny, et il s'est intéressé aux oiseaux, tout d'abord plutôt pour les étudier. Et je crois que c'était ce qui l'intéressait, c'était plus l'étude. D'ailleurs, vous savez que les premiers, on va dire naturalistes entre guillemets, ils avaient tendance à chasser et empaillaient les oiseaux pour les étudier. C'était plus de l'étude. La notion de protection est venue un peu par la suite. On s'est intéressé à protéger, à étudier. Et d'ailleurs, on a eu à un moment donné, dans les années de l'après-guerre, là, on avait une connotation un peu curieuse. On avait des oiseaux qu'on disait utiles et des oiseaux qu'on appelait nuisibles. Depuis, ça a énormément évolué. La majorité des oiseaux, quasiment tous les oiseaux sont protégés.
et il n'y a pratiquement plus d'oiseaux qui sont considérés comme nuisibles, même si dans chaque département, régulièrement, on regarde s'il y a effectivement des oiseaux, comme par exemple les corvidés, qui peuvent poser certains problèmes. Et sur ce tableau ici, on voit les différents oiseaux qu'on peut voir à Barrebourseau. Donc on a des oiseaux qui vont être présents toute l'année. On peut citer les canards, colverts, le héron, la foulque macroule par exemple, les grèbes, les cygnes, les mouettes rieuses dont on vient de parler. Des oiseaux qui sont présents spécialement en hiver, donc ça va surtout être effectivement des canards, le grand cormoran, dont on en parlait, on l'a vu tout à l'heure. Et puis on a des oiseaux migrateurs qui vont arriver donc au printemps, et donc dont certains bien sûr vont nicher ici. Le balbuzard ne niche pas, mais on va voir des oiseaux qui nichent. Alors on a parlé tout à l'heure de la sterne. La sterne est vraiment l'oiseau qu'on voit ici, le point 11 ici, cet accouplement de sterne magnifique. C'est vraiment l'oiseau un petit peu de référence de la réserve, surtout qu'on a mis de ces radeaux pour qu'elle puisse nicher. Et puis vous avez des oiseaux un peu plus présents en été, comme l'hirondelle des rivages, qui va se retrouver un petit peu en amont sur l'Armançon, les rapaces comme le milan noir, la cigogne blanche. Alors la cigogne blanche, malheureusement aujourd'hui elle ne niche plus. Il y avait la seule nidification de cigogne blanche, ça faisait sur le stade de Saint-Florentin. On avait mis donc une plateforme. Elle a niché pendant une dizaine d'années, et depuis 2 ans, malheureusement 2 ou 3 ans, il y a eu un échec, il y a eu la femelle qui est morte. Elle a été électrocutée, et depuis, il y a eu une autre nichée avec une autre femelle, ça n'a pas réussi. Depuis, nous n'avons plus de nidification. Et c'était la seule nidification connue de cigogne blanche dans l'Yonne. Alors pourquoi y a-t-il des mouettes rieuses? Y aurait-il des mouettes qui font la gueule? Bon, la mouette rieuse, comme le goéland, ce sont des oiseaux au début qui étaient des oiseaux plutôt marins, qu'on retrouvait plutôt sur les rivages. Hein. Et ce sont des oiseaux qui s'adaptent très facilement, c'est des oiseaux qui ne sont pas tellement difficiles. Et donc on va retrouver, d'ailleurs, quand vous voyez des fois des labours à l'automne, des agriculteurs qui labourent, derrière effectivement les charrues, qu'est-ce que vous retrouvez? Des mouettes rieuses qui sont à la quête du moindre ver de terre. Donc c'est un oiseau qui est qui s'adapte très très facilement et qui, par exemple, par rapport à d'autres zones, n'est pas en régression. Ici, avec un premier barrage, il y a eu 2 barrages qui ont été installés pour justement pouvoir creuser. Il y a une dérivation au départ de l'Armançon. Et puis ici, le départ vers l'Armançon, vers Laval. Et la réserve qui est ainsi créée, le plan d'eau qui est créé d'une 20aine d'hectares. Alors, ce que l'on constate, et on le voit là, c'est que, comme tout plan d'eau qui est sur le cours d'une rivière, il y a énormément d'alluvions qui arrivent. Et malheureusement, le plan d'eau se comble petit à petit en créant des îles. Alors c'est intéressant, mais à terme, au bout d'un certain nombre d'années, on risque d'avoir effectivement des problèmes de sédimentation qui vont faire diminuer le volume du plan d'eau. On découvre donc... Alors voilà, on est devant le panneau du parcours de découverte. Alors, qui a été inauguré il y a 2 ans. Oui, alors attendez, nous sommes en 2012-2010, c'était inauguré effectivement en 2010. Alors concrètement, quel est son intérêt? Intérêt de faire découvrir l'ensemble des milieux présents sur la réserve, parce que nous avons la chance effectivement d'avoir un plan d'eau avec des oiseaux d'eau, mais également des friches à graminées, des bosquets, des mares que nous avons creusées, donc une haie bocagère qui a été plantée, c'est-à-dire d'autres milieux qui permet effectivement de faire de l'éducation à l'environnement, de recevoir les enfants des écoles avec les instructeurs, même des adultes, hein, pour donc expliquer un petit peu ce qu'est la nature et pourquoi et comment il faut la protéger. Et est-ce qu'il y a des recettes de protection? Des recettes, non. Il peut y avoir... Quels sont les grands principes? Il y a des arrêtés, parfois, qui sont pris. Ici, par exemple, je ne vous l'ai pas dit, il y a un arrêté, ce qu'on appelle un arrêté de protection de biotope, un APB. Donc c'est un arrêté de protection de biotope, c'est-à-dire que vous avez vu, n'importe qui ne peut pas rentrer, les chiens sont interdits, c'est un lieu protégé. Donc il a un statut, tout simplement, officiel, et c'est reconnu. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que le lieu est connu maintenant dans toute la Bourgogne. Découverte nature en Bourgogne, la réserve de Barrebourseau, elle est référencée. Elle fait partie des 32 sites qu'on peut venir visiter et où on peut trouver des choses intéressantes à voir.
Alors, à qui appartient le plan d'eau? Le plan d'eau appartient à l'ALPO. C'est l'ALPO qui l'a, c'est le GODI en réalité, l'ancêtre de l'ALPO, je disais tout à l'heure, qu'il a acquis donc en 1989 avec des dons avec d'autres associations d'ailleurs qui ont participé. Et l'ALPO maintenant est propriétaire du plan d'eau et des rives. Le reste de la réserve, et donc cette partie où nous sommes ici, de toute la partie terrestre, appartient à la commune de Verginy. Nous avons une convention avec elle. Oui, donc ici, dans le parcours de découverte, ce qu'on a voulu mettre en exergue, c'était les différents milieux. Donc ici, on est dans le milieu de l'ourlet forestier, ce qu'on appelle une ripisylve. Donc c'est ce qui borde un plan d'eau. C'est très important vis-à-vis du problème des inondations. Ça retient la terre, ça va filtrer également les différents déchets qui vont être amenés par l'eau. Lieu important autour d'un plan d'eau. Et puis il va y avoir effectivement des animaux qui vont vivre, des oiseaux qui vont vivre dans ce milieu. On voit par exemple ici le piquet-pêche. Et puis des arbres particuliers, les grandes espèces, ce sont les aulnes, ce sont les saules et ce sont les frênes. Trois des espèces qui vont toujours vivre au bord des plans d'eau. Et des rivières d'ailleurs. Et là, on a des saules pleureurs. Est-ce qu'ils s'entendent bien avec les mouettes rieuses? Non, le saule pleureur n'est pas une essence qui vit dans la nature. Hein. C'est une essence plantée. C'est pas une essence qu'on va retrouver dans le milieu. Là, ce sont des saules blancs. Il y a plusieurs. Les saules, ce sont des espèces d'arbres très très complexes puisqu'il y en a énormément de sortes. Hein. On peut en voir plusieurs sortes tout de même. Le saule cendré, le saule marceau, il y a le saule violet, le saule blanc, et il peut y en avoir, le saule osier, enfin il y a vraiment énormément de variétés de saules. D'ailleurs, lorsqu'il y a des grands vents, à bois blanc fragile. Oui, fragile, qui peut casser facilement. Hein. Les arbres qu'on a rajoutés avec des trous. Alors évidemment, pour les enfants, mais qui est passé par là? Et on lui demande, la réponse est dans ton dos, et dans ton dos, quand on se retourne à cet arbre, qu'est-ce qu'on voit? On voit trois sortes de pics qui sont dans l'arbre. Le pic noir, le pic vert et le piquet pêche. Donc ici un arbuste, le fusain d'Europe, un joli fruit à l'automne pourpre et jaune au son centre. Et c'est avec cet arbre qu'on fait le fusain pour dessiner, donc avec du bois carbonisé, comme le charbon de bois. On l'appelle encore bonnet de prêtre. Pourquoi ça? Parce que le bonnet de prêtre, c'est tout simplement par rapport aux fruits. Donc j'ai dit qu'il était pourpre et jaune orangé au centre, et donc ça rappelle un bonnet de prêtre. Voilà. Comme beaucoup d'arbres. Donc je disais, pour la migration, si on supprime des zones humides, si on met des plus longues distances entre les différents lieux, eh bien on va avoir des mortalités d'oiseaux, parce que certains oiseaux, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de se nourrir, donc ils ont besoin de se poser assez régulièrement. C'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de trop longues distances sans zone humide. Alors une grue, elle traverse la France en combien de temps? Si le vent est favorable, en 60 km/h de moyenne, elle peut traverser la France en une journée. Et elle se repose ou pas? Alors, il y a, on va dire, deux endroits vraiment où elle va se reposer. Le premier, on le connaît, il est tout près d'ici, c'est bien sûr les lacs champenois, et particulièrement celui du Der, où là même certaines restent, elles ne vont pas descendre plus bas, elles vont rester là et repartiront avec les autres au printemps. Et puis il y a une deuxième zone qui se trouve dans les Landes de Gascogne, avant le passage des Pyrénées et donc la descente au sud de l'Espagne. Et que la nidification se fait dans le nord de l'Allemagne, dans les pays scandinaves, pays baltes, Pologne, Russie, donc elles ont également une autre distance à parcourir quand elles repartent du lac du Der. Elles viennent de là-bas, quoi. Oui, et la ponte se fait là-bas, elles pondent quand elles sont arrivées là-bas, c'est-à-dire au mois de mai, la jeune grue va commencer à voler à 2 mois, et elle va repartir avec les parents, donc à l'automne, pour le retour. Alors les parades nuptiales, les fameuses parades nuptiales, c'est en février et mars essentiellement. Le lac du Der. Non, c'est propre à certaines espèces, ça. Non, pour la grue, ce sera, oui, elles vont pas commencer, mais c'est plutôt plus tard, parce qu'elle se pose au lac du Der. Elle va repartir du lac du Der à partir donc du mois de mars-avril, et les parades nuptiales vont se faire avant la ponte, et avant bien sûr, ça sera plutôt dans les pays nordiques qu'elles vont la faire. Mais il y a des oiseaux qui vont les faire à l'endroit où ils vont nicher, tout dépend, ce sont des oiseaux migrateurs ou pas. Le plan d'eau, en réalité,
bon, ça permet d'avoir un autre milieu. Et bien sûr, pour expliquer aux enfants le rôle d'une mare, ça n'a rien à voir avec un plan d'eau. Les amphibiens, par exemple, donc ce qu'on appelait les batraciens autrefois, les grenouilles, les crapauds, les tritons, ils vont plutôt vivre dans des endroits peu profonds, et donc ils vont venir se reproduire ici dans ces mares. Donc la mare c'est nous qui l'avons créée, ces deux mares, pour augmenter, accroître la biodiversité du milieu. Hein, ça nous fait un milieu de plus à expliquer, et ça permet effectivement donc de faire comprendre le fonctionnement de cette mare et de la vie de ces amphibiens qui sont donc des animaux qui, comme le nom l'indique, vivent à la fois sur terre et dans l'eau. Ils vont pondre dans l'eau et ils vivent sur terre. Il n'y a que la grenouille verte vraiment qui est une grenouille qui elle va plutôt être toujours plutôt dans l'eau, ou du moins à côté de l'eau. Alors là, dites-moi, les crapauds par exemple, ils sont où là? On ne les voit pas, non, les grenouilles non plus. Les grenouilles non, actuellement... elles se cachent où? Alors, c'est intéressant la question que vous me posez, parce que nous faisons une action de protection des amphibiens. Vous voyez que la LPO ne s'intéresse pas qu'aux oiseaux, s'intéresse également aux amphibiens. Elle a les pieds sur terre, on dira. Et comme vous dites, c'est parce que c'est de la protection également d'animaux. Et il se trouve qu'on est vraiment plein dans la période du démarrage de la migration prénuptiale des amphibiens. C'est-à-dire, les amphibiens se retirent l'hiver, ils sont sous des pierres, dans les buissons, ils sont complètement cachés, ils sont en hibernation. Ils dorment. Ils dorment, voilà, absolument. Et ensuite, ils vont commencer à sortir maintenant. Les premières migrations sont intervenues depuis une semaine. Dès que la température passe au-dessus de 6-7 degrés, dès qu'il commence à faire humide un petit peu, donc ça veut dire en gros fin février, début mars, ça commence à bouger. Et donc, ils vont faire une certaine distance, ils peuvent faire des centaines de mètres, comme ils peuvent faire plusieurs kilomètres, pour aller de leur lieu terrestre d'hiver au lieu aquatique, c'est-à-dire la mare, le petit étang, le fossé même, où il y a de l'eau, pour pondre. La ponte se fait, donc l'accouplement, la ponte, et ensuite les petits, les tétards, les larves, les tétards, enfin, toute l'évolution effectivement des amphibiens va donc se développer dans le milieu aquatique, et quand ils vont passer à leur stade adulte, ils vont repartir du milieu aquatique, ça sera la migration post-nuptiale. Alors pourquoi on intervient? Ici il n'y a pas de problème, mais par exemple au hameau des Bries à Poigny, c'est une des actions vraiment phares de la LPO depuis maintenant 4-5 ans, eh bien il se trouve qu'il y a des mares dans une zone un petit peu en déshérence, qui n'est plus agricole, il n'y a plus rien, et il y a donc une forêt qui s'appelle le Bois de la Biche, où il y a énormément effectivement d'amphibiens, et donc il y a le passage sur cette route des Bries en face des hôtels, où il y a des centaines qui se font écraser, et un chiffre simplement, l'année dernière on a recueilli, le soir on est 4-5 à chaque fois, on se relaie bien entendu pendant un mois et demi, plus de 6000 amphibiens ont été sauvés par les gens qui les ont ramassés et qui ont été les mettre de l'autre côté pour qu'effectivement ils ne soient pas écrasés par les voitures. Vous êtes combien à la LPO? 430 adhérents dans Lyon, 45 000 en France. Mais sur les 400, je vais vous arrêter tout de suite parce que regardez ce qui arrive sur nous. On a quand même de la chance, hein, on est quand même vernis. Un vol de grue en V, remarquable, on les entend pas trop. Alors là, c'est la friche à orchidées. Oui, non, à graminées. Oui, mais on l'appelle graminée et orchidée, on l'appelait friche à graminées. Hein, effectivement, on voit donc l'orchis, c'est ici l'orchis pyramidal d'ailleurs. Et puis, ça va être le royaume des sauterelles, le royaume des criquets, l'ophrys abeille, le dactyle qui est une graminée, la fétuque qui est une graminée, vous voyez, des papillons évidemment, la centaurée. C'est comme des poules, si vous voulez, qui sont pauvres. Donc en azote particulièrement, et on va avoir des espèces particulières. On va avoir beaucoup d'arbustes qui vont pousser. Donc c'est un milieu très intéressant également. Toujours milieu humide. Milieu humide mais il y a de la grave en même temps, mais c'est un sol pauvre. Et donc on va avoir des essences un peu particulières au point de vue botanique. La grave, vous voulez dire du gravier. On est toujours avec notre TGV qui passe régulièrement et
à qui on a recherché les granulats pour construire la ligne. Vive le TGV, sauf qu'il ne s'arrête plus dans Lyon, quoi. Vive le TGV. Donc oui, ça c'est un abri à insectes, donc avec des trous, avec des bambous, avec des bris, avec des tuiles. Ici, là, on a un espace pour les papillons donc, qui vont passer là. Donc c'est ce qu'on appelle un abri à insectes. C'est pour protéger effectivement les insectes. Et puis des tas de bois, vous voyez, comme des tas de bois, des tas de pierres, pour qu'il y ait également les reptiles, les lézards, les hérissons qui puissent trouver repos l'hiver et se protéger. Et pourquoi les papillons ils iraient dans les petites fentes là? Parce que si, ils rentrent là-dedans et ils restent l'hiver là-dedans. Les papillons, on les trouve des fois à l'intérieur des granges. Hein. On va trouver les papillons qui sont complètement à l'arrêt et qui vont repartir au printemps. Quoi. On a expliqué aussi, ça c'est très important. On est complètement dans la. Ah oui, hein. On est dans l'esprit de la biodiversité et dans tout ce qui touche effectivement l'agriculture biologique ou du moins vraiment raisonnée, c'est de toujours penser que il y a un équilibre chez les insectes. Il y a des insectes, des araignées qui mangent des pucerons. Il y a bien sûr l'histoire de la coccinelle, tout le monde connaît la coccinelle qui mange des pucerons. Donc on a essayé d'expliquer les insectes qui détruisent d'autres insectes. Hein. Donc ce sont ce qu'on appelle les auxiliaires aux cultures. Autrefois on ne mettait pas de produits phytosanitaires, ça se passait comme ça. Et en plus, plus on met de produits phytosanitaires, plus on déséquilibre et plus ça devient difficile. Et il faut en remettre toujours plus. C'est ça alors que la nature est bien faite. La nature est bien faite. Mais à partir du moment où on détruit certaines espèces, parce que quand on en met, on détruit, sur les espèces qu'on veut détruire, mais on détruit autre chose. C'est ça aussi. Et on déséquilibre. Ce panneau qu'on appelait ronce, épine et piquant, comment une forêt se constituait. C'est-à-dire qu'au début, il y a des plantes pionnières comme effectivement ces petits arbustes, ces arbrisseaux, dont le prunelier. Il y a le prunelier, il y a le cornouiller, il y a ça. Et les animaux vont pas les brouter. Par exemple, le chevreuil qu'on voit ici, il va pas y aller parce que l'arbre qui est au milieu, le frêne qui est là, il va pouvoir pousser à travers et c'est comme ça qu'il va s'en sortir et qu'il va pouvoir devenir un arbre. C'est comme ça qu'on a une protection des jeunes pousses des arbres par les épineux et ensuite et si on fait rien ici, si on ne touche pas à ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et bien dans 15 ans il y aura quoi? Un bois, une forêt. Protéger les espèces, il faut d'abord protéger les milieux. Absolument. Si on ne protège pas le milieu, c'est pas la peine de protéger. Ça sert à rien. Parce que l'espèce a besoin de son milieu. Si le milieu est transformé, s'il n'est plus comme il était au départ, il n'y aura plus l'espèce du départ. Il faut d'abord protéger les milieux pour qu'effectivement les espèces continuent d'y vivre. Donc c'est la première action à faire. Mais les milieux changent partout, avec l'exode rural, etc., à travers les décennies. Et à quoi ça sert de constituer des petites réserves qui sont des exceptions dans le système? C'est vrai que c'est un problème un peu philosophique et qu'il y aura des gens qui vont vous dire que ça sert à rien de faire des conservatoires de la nature, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on les garde aussi à titre, là on en a parlé tout à l'heure, à titre aussi de pédagogie, de transmission du savoir. Si on ne garde pas certains milieux qui disparaissent, c'est presque si effectivement on enlève, on détruit le bois, la forêt, autrefois la France était couverte de forêts. Elle l'est toujours. Oui, mais enfin, par rapport à ce qu'elle était, il y en a beaucoup moins. Bon, donc on a fait de l'agriculture, donc évidemment, si vous voulez produire également pour nourrir la planète, vous êtes bien obligé de faire de l'agriculture. Maintenant, on peut le faire de plusieurs façons. J'ai toujours continué de dire, moi je suis né dans un pays de bocage, je suis pas bourguignon. Quand j'étais gamin, mon père était agriculteur, toute ma famille était agriculteur, j'ai encore un neveu qui est agriculteur. Mon espace visuel, c'était quoi? C'était 1 hectare, 2 hectares, c'était 100 mètres, 200 mètres, il y avait des buissons partout. Après c'est devenu 10 hectares. 100 hectares, 1000 hectares, et parfois c'est encore plus que ça. Alors si vous n'avez plus rien, si vous n'avez plus de bosquets, si vous n'avez plus de haies, si vous n'avez plus... Où voulez-vous effectivement que la faune, il n'y aura plus de flore, si vous voulez, il y aura pratiquement plus de flore adaptée à ces milieux, une flore sauvage, et puis la faune disparaîtra également.
il faudrait essayer de trouver un équilibre pour même, on comprend bien qu'il faut effectivement cultiver, qu'il faut faire des graminées, qu'il faut avoir du blé, mais on peut aussi garder des bosquets, garder des haies. On replante maintenant des haies, alors qu'on les a arrachés pendant des années. Et on a donné de l'argent pour les arracher, et maintenant on redonne de l'argent pour les replanter. Alors c'est beau ce parcours, mais vous avez du monde. Est-ce que des enfants viennent et comment viennent-ils? Ça coûte cher de venir jusqu'ici. Alors, donc, dans le cadre de l'éducation à l'environnement et de notre animatrice nature, les écoles prennent contact avec nous et lorsqu'elles viennent à Barreau-Bourseau, effectivement, elles vont venir en car. Et évidemment, c'est une partie non négligeable du coût de l'opération. Mais on peut également faire de l'animation d'éducation à l'environnement en dehors de la réserve de Barreau-Bourseau. Sabine, notre animatrice, peut aller directement dans les écoles et travailler avec les enseignants pour expliquer la vie des insectes, la vie des amphibiens, la vie des oiseaux. Il n'y a aucun problème. Et on peut mais c'est pas la même chose quand même quand on vient là. Oui, bien sûr, mais on peut le faire aussi dans un autre milieu. On n'est pas obligé de venir chaque fois à Barreau-Bourseau. C'est une école qui est de sud d'Auxerre. On a des écoles qui viennent un peu partout. Si c'est trop loin, on peut le faire dans un autre milieu intéressant, une forêt par exemple, ou une pelouse calcaire, pour aller expliquer la flore, les orchidées. Donc c'est pas nécessaire de venir forcément à Barreau-Bourseau. Alors vous avez accueilli combien d'enfants Alors l'année dernière, tous enfants et adultes en éducation à l'environnement, nous avons fait 50 journées et 1500 personnes, et enfin surtout des enfants, je crois qu'il y a eu 1300 enfants de mémoire et 200 adultes. On a même chose assez originale et c'est un petit peu un clin d'œil. J'ai eu l'occasion de rencontrer un enseignant qui enseigne à la maison d'arrêt d'Auxerre. Et qui a été intéressé par cette éducation à l'environnement. Et donc Sabine est allée cinq fois à la prison, à la maison d'arrêt, parler des oiseaux. Et deux détenus sont venus ici à la réserve, donc voir la réserve de Barreau-Bourseau. La réinsertion par les oiseaux. Pourquoi pas. Et puis la nature en général, pas que les oiseaux, je crois que c'est la nature en général. Quoi. Je crois que enfin, quand on se réveille le matin après une nuit noire, à cette époque, on entend les oiseaux et puis ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Le matin, bah oui, imaginons un matin, comme le dirait, je sais pas, vous connaissez Rachel Carson qui disait printemps silencieux, c'est-à-dire se réveiller un matin, plus de bruit d'oiseaux, plus de chants d'oiseaux, plus d'abeilles qui cognent à la vitre, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie, quoi. Bon, bien sûr, on va dire que c'est pas possible, ça n'y reviendra jamais. Sauf que, il y a des espèces qui ont disparu. Il y a des abeilles qui meurent tout le temps, il y a des gros soucis sur les abeilles, et il y a des insectes qui disparaissent. Il y a des tas d'espèces qui arrêtent de vivre tout simplement régulièrement. Donc il faut en prendre conscience. Quoi. Les abeilles, c'est la disparition des abeilles, c'est les intrants, les pesticides, etc. C'est énormément de choses, effectivement, c'est les intrants, et c'est aussi, bon, il y a d'autres, il y a des problèmes de maladies aussi, mais peut-être que tout ça vient des mêmes choses. C'est-à-dire, plus on va mettre d'intrants, plus on va mettre de pesticides, c'est sûr que, comme c'est de toute façon quelque chose qui est mis, les pesticides pour tuer, que ce soit un herbicide, que ce soit un fongicide, ça ne peut pas faire de bien à personne, et d'ailleurs pas à nous non plus. Plus. Tout ce qui est icide, oui, tout à fait, comme génocide, homicide, oui, volontaire, involontaire. Il y a une dizaine de nichoirs différents. C'était pour que les gens se rendent compte que ces nichoirs, on peut les acheter, on peut les fabriquer soi-même, hein, c'est tout à fait faisable, et pour aider les oiseaux donc à nidifier. C'est tous les oiseaux qu'on appelle oiseaux cavernicoles, c'est-à-dire ils ont besoin d'un support pour faire leur nid. Ils ne vont pas faire leur nid comme un pinson ou un chardonneret dans un arbre ou un merle, ils vont les faire dans un trou. Alors dans un vieux mur, sous une tuile, mais il faut les aider. Il faut toujours que ce soit au-dessus du sol. Ah oui, alors oui, et puis il faut faire attention à l'exposition. Il vaut mieux mettre l'exposition du nid est-sud-est que ouest, c'est-à-dire sur les vents dominants et les pluies. Et puis ne pas les mettre trop à portée facile des chats, par exemple dans les maisons, enfin dans les propriétés. Et puis ne pas en mettre de trop non plus, c'est-à-dire qu'il faut en mettre un tous les 100 mètres carrés à peu près. Il ne faut pas en mettre une dizaine tous ensemble, parce qu'il y aura une forme de compétition et ça ne réussira pas forcément.
Et puis bien sûr les hirondelles. Alors, les hirondelles font leur nid elles-mêmes, mais malheureusement elles ont de moins en moins d'endroits. Il y a des gens qui les détruisent. Il y a le fameux problème de rénovation des façades. On a fait là-dessus une plaquette hirondelle qu'on a envoyée à toutes les communes, toutes les écoles pour essayer d'expliquer qu'il ne fallait pas détruire les nids hirondelles. Alors, évidemment, c'est pas toujours simple, on refait des façades. Donc on a également la possibilité de mettre des nids artificiels. Est-ce que l'hirondelle fait toujours le printemps? Oui, parce que c'est comme la grue dont on a vu passer, c'est l'autre oiseau quand même, un symbole. Lorsqu'elle arrive, c'est le retour du printemps pour les gens, que ce soit l'hirondelle rustique avec sa gorge rouge ou que ce soit l'hirondelle de fenêtre. Mais je ne suis pas sûr qu'elle fasse toujours le printemps parce qu'elle est en voie de régression importante. Alors, une des raisons, comme le moineau d'ailleurs, on a tendance à pas penser au moineau, qui est en forte régression, comme le martinet, ce sont des oiseaux qu'on appelle les oiseaux du bâti, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de nicher auprès des maisons, dans des granges, sous les fenêtres, et de plus en plus l'habitat change. L'habitat moderne n'est pas du tout adapté et c'est une des raisons importantes. Alors il y a d'autres raisons, là on parlait tout à l'heure effectivement aussi des pesticides, c'est pour les hirondelles, des zones humides qui vont en voie de disparition. Donc s'il y a moins de moucherons, moins d'insectes, il y a moins d'hirondelles. Il y a également les problèmes de fertilité chez les oiseaux, mais pas que sur les hirondelles. Ça s'est constaté effectivement aujourd'hui qu'il y a des oiseaux qui ont des pontes plus faibles qu'avant et ça joue également bien sûr sur la reproduction. Alors finalement, aménager une mare dans son jardin, ce n'est pas qu'une coquetterie, ça peut être très utile. C'est pas du tout une coquetterie, c'est très utile, elle n'a pas besoin d'être très très grande, on peut faire une petite mare. Vous faites un trou de quelques mètres carrés et vous êtes certain de voir bien sûr des insectes aquatiques, comme les ditiques, les notonèques, vous allez voir les girards, puis vous allez voir très très rapidement des amphibiens, vous allez voir de la grenouille, vous pourrez avoir la chance de voir des crapauds qui vont venir pondre. Mais ils vont arriver d'où? Ils vont arriver d'où? Ils vont arriver d'à côté, ils vont arriver du bois d'à côté, de pas loin, et ça c'est extraordinaire. Vous faites un trou, vous faites une petite mare, et l'année d'après, vous avez une vie extraordinaire. Vous avez des végétaux qui... Alors vous pouvez mettre quelques végétaux parce qu'il n'y aura pas forcément des végétaux aquatiques, mais il y en a d'autres qui vont venir. Ça va à une vitesse extraordinaire. Moi j'en ai fait une chez moi, ça a été... L'année d'après, on avait l'impression que la mare elle était là depuis 5-6 ans. C'est comme quoi ça va très très vite. Donc la réserve de Barreau-Bourseau fait partie des 32 sites découvertes nature en Bourgogne. C'est quelque chose de très très récent, ça a été mis en place il y a environ 2 ans. Il y en a les 4 départements. Et dans l'Yonne, il y a 5 sites, dont la réserve de Barreau-Bourseau. Mais au niveau site, on va dire aquatique, plan d'eau, milieu aqueux, c'est le seul. Les autres, il y a la forêt de Pontigny. Et les autres, il y en a en Puisay, c'est la vallée du Branlin. C'est quand même, on est dans un milieu également humide. Et puis, quels sont les autres? La réserve du Bois du Parc, évidemment, réserve nationale. Il y en a un 5e que j'oublie. Est-ce que vous savez combien il y a d'espèces ici? Ce que je sais, c'est que depuis la création de la réserve, donc maintenant il y a plus de 20 ans, on a recensé aujourd'hui plus de 200 espèces d'oiseaux qui vivent soit sur le plan d'eau, soit aux alentours du plan d'eau. Ce qui est un chiffre tout à fait remarquable. Mais ce sont souvent les zones humides, avec donc des milieux humides comme avec des plans d'eau comme ça, où il y a le plus d'espèces. Parce qu'il y a toute la famille des canards, déjà des oiseaux qui vont être sur le plan d'eau, qui augmentent le nombre par rapport à un autre milieu qui est très riche également, c'est le bocage. On va par exemple au Puisay, lieu de bocage, on va voir plus d'oiseaux. Contrairement à ce qu'on pense, la forêt n'est pas aussi riche que le bocage. Le bocage parce que c'est un ensemble de milieux différents. Donc vous avez la haie, vous avez le pré, vous avez des bois, vous avez des étangs. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup d'espèces. Toujours la même, c'est ce qu'on appelle la biodiversité, quoi. Plus les milieux sont riches, plus ils sont diversifiés, plus on aura d'espèces. Alors le centenaire, c'est symbolique, mais vous organisez quelque chose de particulier dans Lyon? Oui, donc au niveau national, le centenaire se fera une manifestation avec le congrès Apéros grec.
évidemment, puisque c'est là-bas que l'association a été créée en 1912, juste à côté aux Sept-Îles, donc au mois de juin. Et puis, les LPO, il y a une petite trentaine, je crois que c'est 25-30 LPO, que ce soit départemental ou régional en France. Et je pense que chaque LPO fera quelque chose. Nous avons décidé de faire une grande manifestation pendant 4 jours, à Joigny, du 22 au 25 mars. Pourquoi Joigny? Alors pourquoi Joigny? Parce que c'est au centre aussi de Lyon, mais il y a une autre raison, c'est que nous avions une relation de travail avec la mairie de Joigny depuis maintenant 2 ans. Nous sommes en train de créer une zone humide. La commune a décidé de créer une zone humide et elle a demandé à la LPO d'être son partenaire pour l'aider à la construction, à conseiller. Nous allons faire les panneaux pédagogiques d'ailleurs. Ça va d'ailleurs être mis en service et puis inauguré au milieu de l'année, donc on est en plein dedans. Donc on a eu, du fait qu'on a une relation avec une collectivité, il s'est passé des relations très, très amicales et constructives et on en a discuté avec les élus et ils nous ont proposé les salons de la ville de Joigny. Et on a la chance d'avoir quand même 350 mètres carrés de salons, c'est exceptionnel, quoi. Alors qu'est-ce que vous allez y faire? Alors, le titre de l'exposition, c'est l'oiseau en fait. Donc l'idée, c'était de traiter l'oiseau d'une manière artistique. Alors bien sûr, il y aura une exposition sur les oiseaux de Lyon. On a créé une exposition, on n'en avait pas, sur 13 panneaux qui vont expliquer nos activités, mais qui vont expliquer 8 milieux de Lyon. Parler le milieu, les grandes cultures, le bocage, la forêt, les étangs, voilà. Et la ville également, le village et la ville, où on va voir quels sont les oiseaux emblématiques de ces milieux et quels sont les risques aujourd'hui qu'ils ont vis-à-vis de la perte de la biodiversité. Ensuite, le côté artistique, c'est de faire une exposition de photographie avec des photographes. Nous avons des photographes déjà à la LPO, mais il y a également d'autres photographes qui ne sont pas à la LPO, qui vont exposer des peintures, des sculptures, des écrits. On va utiliser par exemple les magnifiques bestiaires de Maurice Genevoix sur une vingtaine d'oiseaux avec des textes sur des photos également de notre ami Jean-Paul. Jean-Paul Lot. Qui sera exposé également. Lot, il a un nom prédestiné. Il a un nom prédestiné, oui, pour le lieu où on est aujourd'hui. De la philatélie. Il va y avoir également énormément d'actions avec les enfants dans les écoles. Donc on va faire des sorties avec les écoles, mais on va aller voir les écoles, on va en parler effectivement des oiseaux. Ils vont venir voir l'exposition. Il y aura des jeux, il y aura des origamis, il y aura des spectacles également. Il y aura un spectacle musical le samedi soir et le dimanche après-midi au Champ-Blanc sur une hirondelle fait le printemps. Donc c'est un groupe musical de Joigny qui va donc chanter des chansons autour de l'oiseau. Il y aura également un spectacle jeudi soir à Salle de Bussy sur des marionnettes. Donc vous voyez, c'est plutôt le côté fête, le côté festif. Mais malgré tout, on va quand même parler de l'oiseau et de ses difficultés aujourd'hui, des problématiques qu'il peut créer. Et puis on va expliquer ce que fait la LPO, des actions de protection. On en a parlé depuis tout à l'heure. Action de protection, une action dont on n'a pas parlé, c'est l'action sur les busards cendrés, les busards Saint-Martin. Ça, c'est une action de protection qui se passe dans les plaines justement céréalières, puisqu'on parlait tout à l'heure des grandes cultures. C'est un oiseau magnifique rapace qui vient aujourd'hui nidifier dans les champs de blé, les champs d'orge. La problématique, c'est que surtout avec de l'orge d'hiver, et particulièrement l'année dernière où il y avait des moissons très, très précoces, les petits ne sont pas en envol avant la moisson. Donc si on fait rien, ils sont condamnés. Ils sont broyés par la moissonneuse batteuse. Donc dès l'arrivée des oiseaux, le cendré est un oiseau migrateur, on va surveiller l'endroit où le couple va faire son nid. Donc il y a des ornithologues qui vont, avec des jumelles, surveiller les plaines, alors en Forterre, dans le Jovinien, l'Ayantais, dans le Sénonais, dans le Tonnerrois. Et dès qu'on a repéré par le passage des proies, on sait exactement que le nid est à un endroit très précis, on va aller voir l'agriculteur qui appartient au champ pour donc négocier avec lui la possibilité de mettre ce qu'on appelle un panier de protection. C'est du grillage en réalité, 1 mètre sur 1 mètre, qui va donc protéger les petits. Donc on va laisser bien sûr des tiges de blé, des tiges autour pour pas que l'oiseau ne perde trop son milieu, parce qu'il faut le garder un petit peu dans son milieu. Et ensuite on va laisser faire donc la nidification, on va surveiller, on va baguer ensuite les petits
pour pouvoir effectivement les suivre dans leur vie. Et si la moisson se fait avant, eh bien on peut retrouver des fois dans un champ un petit carré avec du blé qui n'a pas été coupé, eh ben, c'est qu'il y a un nid de busard qui a été protégé. Et l'année dernière, on a quand même une trentaine de nids qui sont allés à terme, avec à chaque fois entre 2 et 3 petits busards par nid. Alors, la fête des oiseaux, c'est à Joigny quand? Alors, c'est à Joigny du 22 au 25 mars. Donc c'est bientôt. C'est dans très peu de jours, on est vraiment à quelques 13 jours effectivement de la manifestation. Donc du jeudi 22. Oui, à partir de donc 9h le matin à 18h le soir. Le jeudi et le vendredi sont surtout réservés aux enfants scolaires. Il y a vraiment toute une organisation qui a été mise en place avec les écoles de Joigny et des environs. Samedi, dimanche, un peu plutôt réservé aux adultes. Et puis une inauguration donc qui aura lieu le jeudi soir à 18h. « 450 adhérents, c'est un chiffre en progression? Plutôt 430, mais c'est un chiffre en légère progression. Depuis maintenant quelques années, on a dépassé les 400 et on est en général entre 400 et 430. Mais c'est bien en matière de ratio par rapport à d'autres LPO, c'est pas mal par rapport à la population de Mais Lyon. ce sont des adhérents sympathiques, enfin bénévoles, oui, mais est-ce que ce sont sympathisants, sympathisants, ou est-ce que ce sont vraiment des actifs C'est plus, bien sûr, comme dans toute association, c'est plus des sympathisants que des bénévoles actifs. Nous, en général, on dit toujours qu'on 10% sur les 400, on a 30-40 bénévoles très très actifs. 10 administratifs. Ce qui est beaucoup. Ce qui est pas mal, C'est-à-dire il va y avoir des bénévoles qui vont plutôt être terrain, qui vont aller s'occuper, effectivement, faire des études, qui vont aller donc surveiller les oiseaux, compter, faire des camps de bagages. Et puis il va y avoir des adhérents qui seront plus administratifs. Il faut gérer aussi l'association. Nous avons des salariés. Nous avons 2 salariés. Nous avons un ornithologue, François, et nous avons une animatrice nature, Sabine, qui travaillent à plein temps, qui sont des CDI. Donc il faut gérer l'association, il y a un budget, il faut aller chercher des subventions, il faut avoir des relations avec des partenaires pour travailler. C'est pas gratuit, quoi. Je veux dire, il faut bien rémunérer Le siège social se trouve où? 19 rue de la Tour d'Auvergne, c'est dans les locaux associatifs de la ville d'Auxerre. Et donc je disais, je crois que j'avais une dizaine de 10 administrateurs actuellement. 10 administrateurs sur les 430 adhérents. Alors les membres et les dirigeants viennent des 4 coins de l'Aune. Vous-même, vous êtes de branche, je crois. Oui, je suis de branche. C'est peut-être une raison, c'est il faut pas être trop loin. Les adhérents sont de partout, les bénévoles sont un petit peu de partout, mais les administrateurs sont quand même plutôt auxerrois, une trentaine de kilomètres autour d'Auxerre. L'Auxerrois, mais dites-moi, branche, l'eau, tout ça c'est étonnant, non? Jean-Paul Lot, c'est Saint-Georges-sur-Bauge? Oui, ben on a plusieurs qui sont, on a 3 administrateurs qui sont sur Auxerre, un sur Béon, un sur Joigny, un sur Toussy. Donc oui, c'est pas quand même très loin, quoi. Mais c'est plus difficile. Vous savez, on a un conseil d'administration tous les mois et demi. On a 7-8 conseils d'administration par an. Tous les vendredis soirs, on en a un d'ailleurs vendredi. Il faut se déplacer. C'est à 18h, on finit souvent à 22h, 23h. Donc quelqu'un qui serait à Sens, c'est pas facile, quoi. On a des bénévoles sur Sens, mais c'est vrai que ça manque d'avoir sur Avalon, sur Sens, on n'a pas d'administrateur. Il faudrait avoir des relais. Ça peut être une réflexion, ça, d'avoir des relais à droite et à gauche pour. Puis peut-être qu'on va avoir de nouveaux administrateurs. Notre assemblée générale, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, se passe également lors bien sûr de la manifestation du centenaire. Nous la faisons le samedi après-midi également à Joigny, dans une salle annexe des salons de la ville. Le budget de l'association? Le budget de l'association, on a commencé avec le TGV, on termine avec le TGV. Oui, parce qu'il passe assez souvent le TGV. Le budget de l'association, à peu près en moyenne autour de 100 000 €, à peu près, dont à peu près la moitié pour les 2 salaires des 2 salariés.
Alors, ultime question, là, il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui est le plus urgent chez vous? Quelle est votre préoccupation majeure? Ben, on a parlé tout à l'heure de bénévolat. Et c'est de trouver des bénévoles actifs. C'est pas simple. On serait le double, ça serait formidable. On manque de bénévoles actifs, d'augmenter également le nombre d'adhérents, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce centenaire, ça arrive une fois dans notre vie, on ne va pas en faire un deuxième, c'est évident. C'est tellement exceptionnel que pour nous, c'est une manifestation 4 jours à Joigny, c'est très important, on espère qu'on aura du monde, et puis on espère se faire connaître. On a des relations avec les différentes administrations, avec beaucoup d'élus actuellement, je pense que la LPO est connue, mais notre but, c'est aussi de la faire connaître et puis d'avoir plus d'adhérents.